La suite de BFM Story. À 26 jours du premier tour, ce résultat étonnant selon un sondage IFOP, 40% des Français aimeraient voter blanc, seraient tentés de voter blanc au premier tour de cette élection présidentielle, à condition que ce vote blanc soit pris en compte en tant que suffrage exprimé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, certains candidats à l'élection présidentielle ont d'ailleurs inscrit la reconnaissance du vote blanc à leur programme. Alors, ça traduit quoi précisément? Un ras-le-bol de la politique, un désir de renouveau, un manque de choix? On en débat ce soir avec les spécialistes de la politique. Virginie Leguet, bonsoir. Chef adjoint du service politique à Match. Hervé Gattegno, bonsoir. Notre éditorialiste. Thierry Arnaud, le chef du service politique de BFM TV. Bonsoir. Et puis, le président du parti du vote blanc, parce qu'il y a un parti du vote blanc. Il y a un parti du vote blanc. Ça peut sembler un peu paradoxal d'ailleurs. Non, il faut absolument défendre cette cause et apparemment le sondage le prouve. Jamais, si près du premier tour, on avait eu un tel résultat. 40% des Français qui seraient prêts à voter blanc si ce vote blanc était reconnu. Mais oui, mais je crois qu'il y a un sens dans ce vote blanc. Et ce qui est important, c'est de revenir sur le sens, la signification de cet outil. Le sens du vote blanc, c'est vraiment un vote de mécontentement, un vote contestataire. Et le débat politique actuel, on voit, se prête à ce type de contestation et de ras-le-bol des électeurs vis-à-vis d'une offre politique Pour vous, qui est défectueuse. De ras-le-bol, le vote blanc. C'est surtout pas une indécision, comme on peut l'entendre depuis ce matin suite à ce sondage. C'est une vraie prise de position, un vote blanc. C'est une vraie contestation. Je me déplace, mais je suis en colère, je vote blanc. Exactement, je me déplace, je fais l'effort de venir, alors que je sais pertinemment, en plus, c'est l'ironie du sort, que mon vote ne sera pas pris en compte dans les résultats. C'est-à-dire que j'y vais pour rien. Mais au moins, je fais l'effort de me déplacer pour manifester mon insatisfaction auprès des électeurs. Thierry Arnaud, c'est un résultat étonnant quand même. Oui, il est très intéressant parce qu'il nous dit effectivement que un grand nombre de Français souhaitent accomplir leur devoir de citoyen, parce que c'est ça, aller voter et déposer un bulletin blanc dans l'urne, mais ne se reconnaissent pas dans l'offre politique qu'on leur présente. Et donc c'est effectivement un vote dont la dimension protestataire est la plus importante. Et ce qui est intéressant d'ailleurs quand on regarde le sondage, c'est qu'on s'aperçoit que le vote blanc prend le plus aux candidats qui incarnent déjà un vote protestataire, c'est-à-dire que si le vote blanc était reconnu, il se ferait notamment et principalement au détriment de Marine Le Pen et au détriment de Jean-Luc Mélenchon. Il y a de longues années, moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, j'avais un professeur qui s'appelait Alfred Grosser qui défendait déjà la reconnaissance du vote blanc et qui allait même plus loin. Il disait il faudrait reconnaître ce vote blanc, le rendre institutionnel, le comptabiliser, mais également avoir une reconnaissance partisane pour savoir combien d'électeurs socialistes, combien d'électeurs des Républicains, combien d'électeurs du Front National choisissent de voter blanc parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique en général, mais dans l'offre de leur camp aussi en particulier. Mais pourtant, l'offre, elle est là. 11 candidats ont d'ailleurs des candidats qui n'ont jamais été candidats à l'élection présidentielle. Je pense notamment à Emmanuel Macron. D'autres qui offrent quand même des programmes de rupture. Virginie Leguet, vous comprenez ces Français qui aimeraient voter blanc ? Franchement, oui, parce que quand on voit ce qui s'est passé dans cette campagne depuis 2 mois, c'est vraiment une campagne ahurissante. Donc c'est le dégoût de la campagne ? Le dégoût, non, mais enfin peut-être, mais en tout cas une forme d'incompréhension. Rien ne se passe comme prévu. Tout est un peu cul par-dessus tête et bien malin qui pourrait s'y retrouver. François Fillon, qui a été présenté quand il a gagné la primaire comme celui qui pourrait gagner la présidentielle, est aujourd'hui en très mauvaise situation. Emmanuel Macron, qui est parti avec, j'allais dire, un peu des railleries et des ricanements de l'establishment politique, aujourd'hui est celui qui pourrait peut-être l'emporter. Quant à Marine Le Pen, elle risque de faire un score qui n'a jamais été aussi élevé dans notre pays. Justement, il y a du suspense. Oui, enfin, c'est peut-être pas un suspense auquel les gens étaient préparés. C'est peut-être pas ce genre de suspense. Et je le redis, mais je pense qu'on est tous là d'accord pour le dire une énième fois. C'est la première élection présidentielle où ni la gauche ni la droite ne seront vraisemblablement au second tour, ce qui est là aussi tout à fait sidérant. Je repose ma question parce que moi j'ai du mal à comprendre. Il y a une offre politique quand même assez diverse. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite avec quand même des candidats qui ce sont des personnalités et pourtant ce désir de vote blanc. Oui, c'est un paradoxe français, parce que nous sommes parmi les grandes démocraties, le pays dans lequel il y a le plus de candidats à l'élection principale. Chez nous, c'est la présidentielle, mais dans les démocraties parlementaires, c'est l'élection législative. Nous avons plus de candidats que les autres et néanmoins, on a le sentiment que les citoyens ne se reconnaissent pas dans une offre qui est pourtant plus large qu'ailleurs. Il faut rappeler un souvenir, jusqu'ici, le plus fort taux d'abstention à une élection présidentielle, c'est l'élection de 2002. C'était également l'élection où était présent le plus grand nombre de candidats. Donc ça montre l'insatisfaction. Et j'insiste plutôt sur le terme d'insatisfaction parce que
Je pense qu'on a souvent tendance à faire des extrapolations sur les votes, sur la façon dont les Français cristallisent leur vote ou effectuent leur choix. Tout à l'heure, on parlait de vote protestataire. Moi, il m'est arrivé de voter blanc à une élection présidentielle, ça m'est arrivé, ça n'a jamais été pour protester contre quelque chose, mais en revanche, c'était pour témoigner, premièrement, du fait que le vote est un acte très important et a fortiori à une élection présidentielle. Donc il y a le geste citoyen d'aller voter. Mais c'est une démarche très civique. C'était une insatisfaction vis-à-vis des candidats qui étaient en présence. Vous étiez dans l'incapacité de faire un choix. Donc ça n'était pas un geste de colère, et je ne crois pas qu'il faille dire que tous les gens qui votent blanc à la présidentielle sont forcément des gens en colère. En revanche, ce sont forcément des gens qui sont insatisfaits. Oui, par protestation, ce qu'on entendait, en tout cas ce que moi j'entends, c'est effectivement insatisfaction vis-à-vis de l'offre politique. Ça veut dire qu'on proteste en disant l'offre politique qu'on me présente ne me satisfait pas. Et que disent ces gens-là? Ils disent au fond, on a essayé la gauche, ça n'a pas marché, on a essayé la droite, ça n'a pas marché, et les alternatives qu'on nous propose à la gauche et à la droite, ce sont des extrêmes, et on considère que ce sont des programmes on est quand même des enfants gâtés du suffrage universel. C'est quand même extraordinaire. Excusez-moi, mais c'est des réflexions d'enfants gâtés. Mais oui, on a quand même. Le candidat idéal n'existe pas. Alors, il faudrait peut-être faire des mix, mais le candidat idéal n'existe pas. On a quand même le choix. On a des candidats nouveaux. On a des candidats nouveaux qui ne se sont jamais présentés. On a une candidate d'extrême droite. On a un candidat qui veut coloniser la planète Mars. On a deux candidats trotskistes. On a un candidat qui veut le Frexit. On a quand même un panel. C'est les mêmes depuis des années. C'est le contraire d'une réaction d'enfant gâté. C'est le contraire d'une réaction d'enfant gâté. Ça consiste à dire, je regarde l'offre politique, je considère qu'elle ne me satisfait pas, mais en même temps, je veux exprimer un choix citoyen, je veux envoyer un message citoyen, et ce message citoyen, c'est le vote blanc. Alors Stéphane Guillot, voter blanc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que si le vote blanc, si on reconnaît le vote blanc comme un suffrage exprimé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on aurait le soir du premier tour, le score de chaque candidat, plus le score du vote blanc, qui serait affiché au même titre que les scores des candidats. Et si le vote blanc est en tête, on refait l'élection? Mais si le vote blanc n'est pas un suffrage exprimé, de toute façon, ça ne change pas le résultat du scrutin. c'est un suffrage exprimé. Ah bah bien sûr. Si le vote blanc en tête, on refait l'élection. Si le vote blanc est majoritaire à une élection, il faut absolument comprendre le message que porte ce vote blanc. Mais on risque de passer l'année à voter quand même. Non. Là, changer les candidats, c'est un peu là, c'est une réaction, c'est un point de vue. Pourquoi pas Là, vous défendez le point de vue des hommes politiques. C'est-à-dire que non mais très bien, c'est votre droit, c'est pas le mien. Vous considérez que les hommes politiques. C'est vous qui avez créé un parti, c'est pas moi. C'est pas grave. Nous on propose pas les mêmes choses depuis 40 ans. Ce que vous imaginez, c'est que les hommes politiques vont nous proposer toujours la même chose et qu'à un moment donné, les électeurs seront condamnés à changer d'avis. Et finalement, bon gré mal gré, à être d'accord avec ce qu'on leur propose et ce qu'on leur rabâche. Vous voulez dire que les hommes politiques veulent que le système se perpétue tel qu'il est? Ça c'est sûr, ça changera pas si ça vient de leur propre initiative. Ce qu'il faut, c'est absolument inverser le rapport de force et mettre en place un rapport de force où le citoyen manifeste, je reviens sur ce que disait Thierry Arnaud, sur une exigence en fait citoyenne. Nous exigeons de la qualité de nos hommes politiques et une offre réellement renouvelée. Et l'homme politique, le programme politique et les partis politiques vont être obligés d'être amendés, d'être réaménagés et de nous proposer enfin autre chose. Parce que là, vous parliez de la multiplicité des candidats, ça fait doucement rigoler. Parce que d'abord, c'est certainement pas l'avis des gens qui sont manifestés dans le sondage qu'on évoque ce soir. Et puis, ce sont les mêmes candidats qu'il y a 5 ans. Il peut y avoir de la multiplicité et de l'insatisfaction malgré tout devant ce que représentent les uns ou les autres. Surtout quand on a aujourd'hui les mêmes candidats qu'il y a 5 ans. Et c'est faux. Nathalie Stéphane Guillot, il y en a une grande partie. On connaît déjà le résultat à l'avance. Les 3 favoris de cette élection présidentielle, sur les 3, il y en a 2 qui n'ont jamais été candidats à l'élection présidentielle, François Fillon et Emmanuel Macron. Factuellement, c'est faux. Donc on a l'ancien vous allez me dire Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, mais ça se joue pas avec. Ce sont des primo-candidats à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais il ne faut pas dire non plus que c'est des gens qui arrivent de nulle part. Emmanuel Macron, pardonnez-moi, il y a 3 ans, il était absolument inconnu du grand public. C'est des candidats qui arrivent de nulle part. De Mars. Alors effectivement, pas obligatoirement de nulle part, mais à un moment donné, ce serait un renouvellement, mais on va pas forcément y gagner en qualité non plus. Non, on en a les déjà. Les citoyens, ils veulent quand même en même temps avoir affaire à des gens à qui on puisse confier des responsabilités aussi grandes. Vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord, mais je pense que dans la société civile, il y a aussi des gens d'extrême qualité. Mais ils sont pas obligatoirement. Mais non, parce que pour être candidat, il faut passer les 500 signatures. Mais on n'a pas les 500 signatures. Il y a un barrage extraordinaire avec les 500 signatures. Vous voulez pas non plus abolir les 500 signatures? Mais bien sûr que si, c'est absolument scandaleux. N'importe qui puisse se présenter. Donc on aura. Mais c'est ce que disait De Gaulle, monsieur Gattegno. On aura 59 candidats à l'élection présidentielle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus il y a de candidats à la présidentielle et plus il y a d'abstention. Oui, mais là, Hervé, c'est vrai qu'il y avait des candidats à l'élection de la société civile. Je pense à Alexandre Jardin, par exemple,
qui voulaient être candidats. Ils n'ont pas pu passer la barrière des 500. On voit quand même que le rôle des partis est important quand même pour Regardez décrocher. les chiffres, C'est dans les campagnes électorales aussi, le rôle des partis est important et ceux qui n'ont pas le nombre de voix suffisant ne sont pas élus. Alors ils pourraient dire, bah oui, mais il y a le rôle des partis. Mais oui, mais, c'est les électeurs qui décident, pas les élus. C'est les électeurs qui décident en dernier recours. C'est pas les Mais maires. les gens qui donnent la signature, ce sont eux-mêmes des élus. Ils sont investis de la confiance des citoyens. Est-ce que vous C'est pas avez des gens regardé qui ont les été chiffres tirés au sort. Est-ce que vous avez regardé les chiffres de combien est-ce qu'il y a eu de parrainage au Conseil constitutionnel? Il y en a eu 14 000 sur 44 000 signatures possibles. 70% d'abstention. Les élus ne parrainent pas. Ce système est complètement à l'eau. Mais parce que Le pour cul la par-dessus première tête, fois, comme vous disiez tout à l'heure. pour la première fois, le nom des parrains est divulgué complètement. Donc peut-être que ça a gêné une partie. Il n'y en avait que 15 000 il y a 5 ans. Mais non, mais 15 ça laisse de la 047 réserve. exactement. Ça laisse de la réserve. Donc il y en a pour encore moins d'autres maintenant candidats. depuis que Il pourrait les y en parrains avoir sont encore complètement connus. Depuis que les parrains sont, le nom des parrains est connu, il y en a moins. Mais bien sûr, parce Une qu'il y a une question. pression terrible sur les À élus. qui ça profite? Si on reconnaît le vote blanc, Oui. qui serait avantagé ou défavorisé? Les électeurs seraient favorisés. D'accord, mais parmi les candidats, est-ce que par exemple les candidats de l'extrême gauche ou de l'extrême droite seraient désavantagés si le vote blanc était reconnu, puisque si je comprends bien, c'est aussi un vote de colère. On sait que le vote extrême est aussi un vote de colère. Oui, mais c'est là-dessus qu'on se bat nous aussi. C'est que il y a un électorat ras-le-bol national. Moi, j'appelle ça le ras-le-bol national. Et on a vu les chiffres dans le sondage. Il y a à peu près 35% de l'électorat FN qui finalement préférerait un vote blanc plutôt qu'un vote FN. Ce que disait Thierry Arnaud tout à l'heure. Oui, à peu près Mélenchon, c'est la même chose. 25% de celui de Mélenchon. Et c'est la même chose pour l'extrême Marine gauche Le avec Pen Mélenchon. et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas intérêt à reconnaître le vote blanc. Pourtant, je crois que c'est dans le programme de C'est dans Mélenchon. le programme de Mélenchon. Mélenchon qui est le seul des candidats à Non, le- Hamon aussi. Ah bon aussi. Ah, pardon. Mais ni Macron, ni Le Pen, ni Fillon sont pour la reconnaissance du vote blanc? Non. Ouais. En tous les cas, ils ne sont pas exprimés sur la question. Donc ça veut dire que si le vote blanc était reconnu, par exemple, à cette élection présidentielle, la donne serait différente. Ça avantagerait de fait, si on s'en tient aux conclusions de cette enquête, ça avantagerait de fait les trois autres, c'est-à-dire Benoît Hamon, François Fillon et Emmanuel Oui, Macron. alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Les votes C'est quand même blancs. un paradoxe. Après. Oui. Les votes blancs mécaniquement favorisent les candidats des extrêmes parce que c'est ceux qui ont les électeurs les plus motivés et donc on imagine que ceux qui votent blanc, c'est ceux des autres candidats et logiquement, plus il y a de votes blancs qui soient comptabilisés, qui soient pas comptabilisés comme c'est le cas aujourd'hui, plus ça favoriserait aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Moi, je trouve que ce serait plus cohérent à ce moment-là de rendre le vote obligatoire et de reconnaître dans ces conditions le vote blanc. Sinon, Ah oui, les deux. mais oui, parce que ce serait forcément proposition de C'est la Laurent Fabius. proposition de Mélenchon, Ce je crois. serait une démarche plus cohérente à mon C'est la sens, proposition de parce Mélenchon, que effectivement. sinon, Fabius à l'heure aussi, actuelle, l'attitude de celui qui vote blanc, comme d'ailleurs de celui Et vote nul. qui reste On n'a chez pas parlé lui des ou votes qui nuls vote non nul, plus. au fond, c'est un choix qu'il fait à un moment donné pour des raisons qui peuvent Le être vote nul, c'est quand interprétables vous changez de et nom, qu'on ne c'est peut ça. pas Oui, surinterpréter. quand on déchire le bulletin. Voilà. T'en mets un Et petit mot, casse ta pauvre con met sur un un Je connais bulletin. quelqu'un, moi, qui règle le nom à chaque fois qu'il met le général de Gaulle depuis 30 ans à la place. On met 2 bulletins, c'est nul aussi. Ouais. Mais Je suis pas un fan du vote obligatoire. Pourquoi Je suis Moi non plus, désolé. mais je Pourquoi pense que ce serait plus cohérent Pourquoi d'avoir la Alors- reconnaissance du vote blanc si le vote est obligatoire. Je suis d'accord. C'est peut-être une possibilité d'amener le vote blanc justement à avoir une vraie reconnaissance. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est que le vote blanc va devenir une espèce de vote poubelle. C'est-à-dire que les gens vont être contraints de oui. voter. Ah là, je vais avoir plus une se amende. lâcher. Au secours, je vais avoir une amende. Donc, j'ai pas envie de payer une amende. Alors, en plus, socialement parlant, je pense qu'il y a une petite injustice sociale. Mais ils seront quand même contraints de voter. Et donc, par défaut, puisqu'ils seront obligés de voter, ils vont voter pour n'importe comment quoi. ça se donc passe un vote en blanc. Belgique? Le vote est obligatoire en Belgique? Ouais, mais il n'y a pas d'amende, puisque du coup les amendes sont pas respectées. Donc, l'obligation et n'est le pas vraiment vote blanc, respectée. le vote blanc est pas très fort. La vocation du vote blanc n'est pas d'être forte. Quelle est la différence? Parce qu'on parle beaucoup de citoyens indécis. On dit qu'il n'y a jamais eu autant d'indécision dans le vote. Voilà, les gens se posent des questions parce qu'effectivement, on sent bien que cette élection est particulière et que peut-être que la vie politique est en train de se recomposer sous nos yeux. Quelle est la différence entre l'indécision, l'abstention, parce que l'abstention aussi peut être peut-être plus forte que d'habitude à cette fois-ci, et puis le vote blanc? Il y a l'indécision, on a évoqué tout à l'heure un sondage assez récent qui disait qu'un Français sur 2 était indécis, il ne savait pas pour qui il allait Oui, voter. oui. Je pense qu'en fait les gens sont convaincus qu'il faut aller voter pour quelqu'un. Donc à partir du moment où on leur dit qu'il faut absolument voter pour quelqu'un, y compris cette offre-là, ils sont indécis en toute logique. Aujourd'hui. Oui, Ça parce veut pas dire que qu'ils le seront au moment du vote. certainement. Dans Ils tous les vont cas, se ils ne faire sont leur pas idée. convaincus parce qu'on leur propose. Non, et Donc, il y a une vraie indécision. On a vu dans la campagne américaine que les gens se décident de plus en plus tard. À la dernière minute. effectivement. Dans Le les, matin dans les même du 3 vote, derniers parfois. jours et Parfois parfois même le matin même du vote. C'est possible. Il y a eu des enquêtes post-électorales qui ont montré cela aux Mais moi, États-Unis. On peut penser que ça Mais peut il y a se deux produire en types France également. d'indécision au fond, c'est est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, et ça c'est effectivement ce qui débouche sur l'abstention. Et là les tendances
pour l'instant, nous conduisent vers une abstention plus forte, sensiblement plus forte que lors des élections présidentielles précédentes. Et il y a une nouvelle forme d'indécision plus forte, elle aussi, que les précédentes. C'est effectivement ce que décrivait Hervé à l'instant, c'est l'indécision sur mon choix. Quand on m'interroge, je dis a priori je vais voter pour un tel ou une telle, mais je peux encore changer d'avis. Et là, effectivement, on constate que 40% des Français nous disent qu'ils sont encore susceptibles, parmi ceux qui choisissent déjà un candidat, sont susceptibles de changer d'avis. Et plus à gauche ou à droite? Alors il faut toutefois noter qu'il y a effectivement des différences assez sensibles selon les candidats. Celle qui a de loin l'électorat le plus solide, c'est Marine Le Pen. 85-90% des électeurs de Marine Le Pen disent mon choix est arrêté, j'y vais. C'est 70% à peu près pour François Fillon, et c'est aux alentours de 60 pour Macron. Il y a peut-être un petit ingrédient supplémentaire qu'on peut ajouter, c'est que il y a peut-être dans cette indécision, insatisfaction, un effet pervers des primaires. Oui. Dans la campagne des primaires de chaque camp, des gens se sont investis sur un choix, ils ont voté, ils ont finalement vu dans les deux camps quelqu'un se dégager, François Fillon d'un côté, Benoît Hamon de l'autre. L'un comme l'autre ne réussissent pas vraiment leur campagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout ça produit beaucoup d'insatisfaction, à la fois de la part de ceux qui avaient voté pour eux et qui sont en train de voir que peut-être leur chance s'étiole, et de la part de ceux qui n'avaient pas voté pour eux et qui n'arrivent pas à se reconnaître dans le projet qu'ils défendent plus ou moins bien dans cette campagne présidentielle. Et donc tout ça fabrique encore plus d'insatisfaction sur un fond qui est déjà largement insatisfait vis-à-vis des élites politiques. Il faut se souvenir que ceux qui se sont dérangés aux primaires n'ont pas fait que voter pour, ils ont voté contre. C'est vrai. Et donc du coup, le vote, j'allais dire, d'autant plus contrarié. Ils ont voté contre pour éliminer Nicolas Sarkozy, ils ont voté contre pour éliminer Manuel Valls, ils se retrouvent avec des candidats qui ne sont pas centraux dans leur propre famille politique et dont ils ne savent plus que faire une fois qu'ils sont là. Donc ils sont effectivement présents sur l'échiquier politique, ils font partie des candidats à l'élection présidentielle, mais ils ne rassemblent pas sur leur nom et sur leur programme et sur leur ligne. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a un double effet des primaires. On a éliminé et on a finalement sélectionné quelqu'un dont on ne sait pas du tout s'il est taillé pour être président de la République. Donc c'est tous les sondages d'opinion que nous publions régulièrement, il faut les prendre avec des pincettes alors, si je comprends bien. Oui, il faut rappeler, on le fait à chaque fois. Particulièrement, l'expérience. On a coutume de dire que à 4 semaines du premier tour, les choses commencent à se cristalliser un peu plus, et c'est vrai. Mais il faut rappeler à chaque fois, et on le fait, et c'est indiqué dans les sondages, quel est le potentiel de participation, et chaque sondage mesure également cette échelle, si j'ose dire, de certitude du vote pour chaque candidat dont on parlait tout à l'heure. Parce que si le vote blanc retirait peut-être ce vote colère à Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, en revanche l'abstention favorise plutôt Marine Le Pen, c'est ce que vous venez de dire. Absolument. Une dernière question, vous étiez candidat à la candidature, si j'ai bien compris, vous n'avez pas obtenu 500 signatures. Ah non, je n'ai pas obtenu 500, j'ai obtenu que 9. 9. Alors, c'est au moins un bel effort, on a quand même essayé de le faire, mais on a eu énormément de contacts avec les élus, on avait beaucoup plus de promesses que de signatures définitives, mais ça, les promesses, c'est comme pour tout le monde, on sait ce que ça vaut, mais énormément d'élus nous ont confirmé qu'il y avait beaucoup de pression, qu'ils ne voulaient pas être embêtés par la publication des parrainages. Ouais. Et évidemment, on avait pour projet de pouvoir défendre ce vote blanc, mais on le fera aux législatives, puisqu'on a prévu d'avoir une centaine de candidats législatives. En même temps, c'est une confusion, parce que si on vote pour le parti du vote blanc, on vote pas blanc. Non, mais c'est pas une confusion. Au contraire, vous avez fait mal de le dire, au contraire, on rend utile ce vote blanc. C'est une astuce pour rendre ce vote blanc comptable. Et vous auriez été le candidat du parti du vote blanc. Exactement. Alors là, merci une offre Stéphane encore Guillot, plus large. président fondateur du parti du vote blanc, Virginie Leguer, Hervé Gattegnoux, Thierry Arnaud, merci.